Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la magie sous un autre angle. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, donc vraiment je suis très content de vous retrouver pour ce 6e numéro du Mag Magique, le magazine magique, dans lequel je vais cette fois-ci expliquer un forçage de cartes ultra classique mais très efficace, le forçage horloge. On se posera ensuite la question de l'utilité des fioritures en magie, et enfin je vous montrerai les tours et les bouquins que j'étudie en ce moment. Le forçage horloge est un forçage de cartes hyper connu, et pourtant il est à la fois facile et efficace. Donc c'est le genre de technique que vous devriez aimer si vous êtes un magicien fainéant comme moi. Je crois que son origine est inconnue, mais il remonterait à la fin du 19e siècle, et il a été adapté en de multiples variantes par beaucoup de magiciens, surtout dans les années 60. Donc voilà comment ça se présente, j'ai un jeu de cartes tout à fait normal. Je demande au spectateur de bien vouloir prendre un certain nombre de cartes du dessus, donc un petit paquet, genre une dizaine de cartes par exemple, donc admettons qu'ils prennent ça par exemple, et je vais lui demander de les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Pendant qu'il les compte, moi je vais distribuer, moi le magicien, je vais distribuer sur la table 12 cartes en horloge, comme si on avait donc une horloge en face à nous. Comme ça. Alors là, j'ai pas beaucoup de place, mais vous imaginez bien que sur une grande table, on pourrait faire vraiment un cadran d'horaire, quoi, d'horloge. Donc le spectateur avait pris 7 cartes. Donc sa carte, la carte qu'il va choisir, va correspondre à l'heure numéro 7. Donc si je prends par rapport à moi, ici j'ai l'heure numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À 7 heures ici. Donc ça, c'est sa carte. S'il avait pris 6 cartes, il serait tombé là. S'il avait pris 8 cartes, il serait tombé là, etc. Alors ce qui est étonnant, c'est que, et donc là vous imaginez, je peux avoir une prédiction, etc. On va retrouver ici l'as de pique, alors qu'en réalité, toutes les autres cartes sur le cadran étaient en fait des cartes quelconques et des cartes rouges. Donc il a pris la seule carte noire qu'il y avait parmi les cartes de la table. Donc ce forçage s'appelle le forçage horloge. Donc comme on l'a vu, on représente une horloge, un cadran d'horloge en fait sur la table avec 12 cartes. Il est donc archi connu, il est vraiment expliqué très souvent dans les bouquins notamment et dans les vidéos aussi. Et donc voilà comment il fonctionne. Donc, vous allez voir, c'est mathématique, mais c'est pas forcément, en tout cas déjà très facile à expliquer, et surtout c'est pas très intuitif, on va dire, comme procédé. Par contre, vous allez voir que ça marche vraiment très bien et c'est vraiment très futé. Donc je place en réalité ma carte à forcer. Comme là je vais distribuer 12 cartes, je vais placer la carte à forcer en 13e position. Donc toujours le nombre de cartes que je vais distribuer sur la table plus 1. Donc ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 13e carte, je mets ma carte à forcer. On verra après l'histoire des couleurs des cartes. J'ai mon paquet du coup avec ma préparation au-dessus. Je montre rapidement sans trop montrer la face des cartes. Et je demande à un spectateur de prendre un nombre de cartes, un petit nombre de cartes. Donc là, il ne faut pas qu'il prenne plus de 12 cartes, donc je lui dis une dizaine de cartes. Souvent, quand on dit une dizaine, les gens vont prendre un petit peu moins. Donc ils vont prendre 5, 6, donc là c'est l'idéal. Donc admettons que je prenne ça, là je vais les compter, 1, 2, 3, 4 cartes, d'accord? Donc je les mets ici. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 cartes. Moi, pendant qu'il les compte, je vais distribuer ici 12 cartes. Attention, et c'est là qu'intervient toute la subtilité du truc, je vais les distribuer en sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc je représente mon cadran, mais en partant dans l'autre sens. Très important. Et quand je vais les compter, cette fois-ci, je vais prendre dans le vrai sens des aiguilles d'une montre. Donc je vais compter à l'envers. D'accord ? C'est très important. Donc ici, on a 4 cartes. Donc forcément, la carte du spectateur va se retrouver à l'heure numéro 4. Donc l'heure numéro 4, c'est 1, 2, 3, 4. Elle est ici. Je tombe bien bon. Maintenant, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Eh bien, imaginons que le spectateur ait pris une carte de plus. La première carte que j'ai posée, donc celle qui était au-dessus du paquet une fois qu'il a pris son paquet, c'était celle-là. Donc s'il avait pris une carte de plus, il aurait pris cette carte-là avec. Donc on aurait eu 5 cartes ici. Mais du coup, moi, quand j'ai distribué, la première carte, elle se serait retrouvée ici. Donc ça me décale tout, pour l'explication, ça me décale tout d'un cran. D'accord? Et je me retrouve avec ici une carte en plus à distribuer.
Et donc forcément, quand je vais compter le nombre d'heures qui correspond à la carte du rang là, du nombre de cartes qu'il a prises, je vais avoir mon décalage qui va s'opérer, 1, 2, 3, 4, 5, et ma carte qui se retrouve bien à la 5e place puisqu'il a pris 5 cartes. S'il avait pris 6 cartes, ça me redécale encore tout, ma carte se trouve bien à la 6, et je vais avoir 5 cartes ici, donc une de plus. Donc en fait, toute la subtilité du truc, elle repose sur le fait que on va distribuer en sens inverse, et on va compter ensuite dans le sens normal. Et c'est là en fait que ça fonctionne, puisque s'il prend une carte de plus, ben, ça me décale tout, mais du coup comme ça me décale tout, ben, je retombe toujours sur la bonne carte. Alors, il s'appelle le forçage horloge parce que là on représente une horloge, mais il fonctionne tout à fait avec un nombre différent de cartes. Hein. Là on a mis 12 cartes sur la table, donc on a mis l'as de pique en 13e position, mais on pourrait tout à fait le faire avec 20 cartes par exemple et la mettre en 21e position. Ça fonctionnerait pareil. L'avantage de faire ça, c'est que le spectateur va pouvoir prendre plus de cartes. Il va pouvoir aller jusqu'à 15, 16, voilà. L'inconvénient, c'est qu'il va falloir trouver une autre présentation. Ici, on parle de l'horloge, donc bon, on peut imaginer un tour basé sur le temps, sur l'heure, peu importe, mais on a une justification. Si on le fait avec plus de cartes, il va falloir trouver une autre manière de présenter les choses, mais ça fonctionne tout à fait. On peut aussi, et moi c'est comme ça que je le fais en tout cas, on peut aussi ne pas faire de cercle et simplement distribuer les cartes sur la table, comme ça. Donc admettons, attendez, je recommence. Donc là, le spectateur a pris 5 cartes, on va le refaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et une, voilà. Je mets la carte en 21e position. Ça me permet d'avoir beaucoup plus de marge. Et donc le spectateur prend une quinzaine de cartes, un petit paquet. Donc ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cartes. Pendant qu'il les compte, moi, je vais distribuer mes cartes comme ça sur la table. Et donc, j'en distribue 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je ne dis pas aux spectateurs que je les compte. Hein. Je dis une vingtaine de cartes. Voilà. Sous prétexte de ne pas avoir la place, je fais un petit arrondi, vous voyez, et donc comme ça, après, quand je vais les compter, on ne voit pas forcément que je les compte dans l'autre sens. Alors que si je fais une ligne entière et que je les compte comme ça va être un petit peu plus suspect. Donc là, ensuite, je lui demande combien de cartes il avait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc, si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on retombe bien sur l'as de pique. Donc le tout, c'est de mettre la carte à forcer à l'emplacement n plus 1, avec n étant le nombre de cartes qu'on étalera sur la table. Et ça fonctionne. En matière de présentation, bien sûr, on peut imaginer tout un tas de choses. Une carte, par exemple, avec un dos de couleurs différents, ou une face différente, comme là on l'a vu par exemple où j'avais mis que des rouges. Alors attention par contre, si vous faites la version avec que des rouges et la seule carte noire, il faut mettre plein de rouges, donc quasiment toutes les cartes rouges en premier, au-dessus. Bon là j'ai mélangé tout à l'heure, donc voilà. Mais en gros, vous mettez toutes les cartes rouges d'abord, parce que comme le spectateur va prendre un certain nombre de cartes, vous allez devoir aller un peu plus loin que la carte forcée. Donc il faut vraiment la noyer au milieu de toutes les cartes rouges. Et donc si vous montrez la face des cartes, ça risque de voir que vous avez plus que des noirs ici. Voilà, bon là je l'ai fait comme ça pour que vous voyez un petit peu pendant la présentation. Moi personnellement, c'est pas comme ça que je le ferai. Je préfère m'en servir plutôt pour des tours de divination ou de lecture de pensée, des choses comme ça. Mais on peut tout à fait, par exemple, imaginer que ce soit la seule carte imprimée, que toutes les autres soient blanches, par exemple. Encore une fois, donc on peut faire des tours de prédiction. Vous avez noté la prédiction et puis vous avez donc deviné sur quelle carte il allait tomber. Un tour de coïncidence éventuellement en forçant la même carte à un autre spectateur avec un autre forçage. Une divination, une lecture de pensée, enfin bref, toutes les présentations de tours qui s'appuient sur un forçage fonctionnent. Attention par contre, si vous utilisez une carte différente des autres, il faudra faire attention à ne pas flasher le dos de la carte ou sa face au moment où vous allez distribuer. En impromptu, on peut par exemple imaginer emprunter un paquet de cartes, le faire mélanger à un spectateur, sous prétexte de montrer qu'il l'a bien mélangé, on va étaler les cartes comme ça, et on va se souvenir de celle qui est ici, donc ici le 9 de pique, et on va étaler 21 cartes. Donc pour ça c'est assez simple. Il suffit de les compter par paquet de 5, donc de 3 plus 2 par exemple. Donc vous faites 3, 2, donc là vous avez 5, 3, 2, vous avez 10, 3, 2, vous avez 15, 3, 2, vous avez 20, vous prenez 21, et puis vous pouvez continuer à montrer, et à la fin, vous séparez les paquets, vous coupez,
et puis voilà. Et vous avez placé le 9 de pique en 21e position, et vous êtes prêt à faire ensuite, par exemple, une révélation, donc vous notez sur un papier le 9 de pique, et ensuite vous faites tout le tour, en demandant à prendre un paquet de cartes, vous étalez, vous tombez dessus. Vous pouvez aussi simplement donc enchaîner avec le tour, avec le truc donc de ce forçage, et puis deviner la carte dans les pensées du spectateur. Bon, voilà, vous imaginez un petit peu toutes les présentations que vous pouvez faire. Le fait de compter les cartes en paquet de 5, un 3 plus 2, je crois que c'est une astuce d'Anida Ortiz, il me semble. Pour varier les présentations, on peut tout à fait imaginer utiliser autre chose que des cartes, hein, donc par exemple des petits papiers, ou même des objets, pourquoi pas, ou même encore des cartes blanches sur lesquelles vous aurez écrit des noms ou des numéros, enfin voilà, comme vous voulez. Bref, c'est un bel outil que la plupart d'entre vous connaissez déjà, j'imagine, mais qui est à utiliser une fois de temps en temps, pas trop souvent quand même, mais qui, comme je disais au début, est très facile à faire et pourtant très efficace sur le public. On en a déjà parlé plusieurs fois, les fioritures en magie, ce sont tous les gestes élégants que le magicien réalise avec des cartes, des pièces ou tout objet utilisé pendant un tour de magie. Pour schématiser, on peut dire que ça s'apparente un peu à de la jonglerie, même si je sais que certains n'aiment pas trop cette comparaison. En exemple, on peut citer le coin roll, la roulade de la pièce sur les phalanges des doigts. Avec les cartes, il y en a énormément, donc la cascade, les propulsions de cartes, l'éventail, même une coupe à une main ou même un beau mélange américain. D'ailleurs, pour les cartes, cette discipline elle a un nom en anglais, c'est la cardistry. S'il peut arriver parfois qu'elles permettent aux magiciens de masquer une manipulation secrète, la plupart du temps, ces manipulations ne participent pas vraiment à la réalisation du tour de magie. Mais alors, à quoi elles servent? Déjà, elles embellissent le tour de magie. C'est vrai que pour le spectateur, c'est quand même plus agréable de choisir une carte dans un bel éventail plutôt que dans un étalement un peu approximatif. Même si ça peut apporter d'autres avantages, comme on va le voir juste après. Autre utilité, s'entraîner sur les fioritures, ça permet aux prestidigitateurs de gagner en agilité, d'être plus à l'aise lors des manipulations des objets et de se les approprier. Et enfin, elles permettent aussi d'attirer l'attention des spectateurs. Si vous voyez par exemple un mec dans la rue en train de faire un peu de cardistry, vous allez tout de suite comprendre que c'est un magicien. Et puis si la magie vous plaît et que vous avez un peu de temps devant vous, vous allez vous approcher pour le regarder faire. Donc ça va lui permettre d'attirer des spectateurs intéressés qui ont un peu de temps devant eux, sans avoir non plus à se jeter sur eux pour leur proposer quelques tours de magie. Donc ça peut être vraiment une bonne astuce pour attirer des gens en magie de rue. Et pourtant, malgré tous ces avantages, certains illusionnistes déconseillent de faire des fioritures devant les spectateurs, et je suis plutôt d'accord avec eux. Et oui, parce que si les spectateurs ils vous voient faire des fioritures dans tous les sens, par exemple jeter une carte en l'air, la rattraper, couper le jeu d'une main, etc., ils voient clairement que vous êtes habile avec les cartes. Donc pour chaque tour de carte que vous allez faire ensuite, une des explications possibles, ça sera que vous avez simplement manipulé les cartes, puisque vous savez faire des trucs de fou. Et s'ils n'ont pas d'autres pistes, ils vont privilégier celle-là. Donc montrer clairement que vous savez faire tout ça, déjà ça peut énerver, parce que vous pouvez avoir l'air un peu de vous la péter, mais surtout ça peut gâcher l'expérience magique des spectateurs, puisque vous leur montrez gratuitement, j'ai envie de dire, que vous savez faire des trucs de fou. Il vaut mieux, à mon avis, ne pas montrer tout ça, et plutôt avoir l'air maladroit, malhabile, manipuler le moins possible, et puis faire des mouvements les plus simples possibles, voire même ne pas toucher du tout aux cartes ou aux objets quand c'est possible. Ça va rendre les effets encore plus magiques et percutants pour les spectateurs. Je vous rappelle que le but d'un tour de magie, c'est pas de valoriser le magicien, c'est plutôt de faire passer un bon moment aux spectateurs, de leur faire vivre des émotions à travers des effets magiques, et les fioritures, c'est pas des effets magiques en fait. Alors, je dis pas qu'il faut pas en faire du tout, ça n'empêche pas d'en faire quelques-unes, comme un éventail, un ruban sur table, des petites choses comme ça. Mais à mon avis, il ne faut pas aller trop loin devant le public. Alors oui, ça peut être frustrant d'apprendre des fioritures uniquement pour s'entraîner sans jamais pouvoir les présenter. Mais encore une fois, quand on fait un tour de magie, l'important c'est l'émotion que le tour va procurer, pas que vous êtes le plus fort en cardistry, vous voyez. Après, bien sûr, tout ça se discute, les avis divergent et comme on l'a vu, les fioritures, elles ont aussi des avantages. Mais voilà, je vous ai livré mon opinion sur ce sujet, n'hésitez pas à donner la vôtre dans les commentaires, je serais vraiment intéressé de vous lire. Pour conclure ce mag magique, comme je vous l'ai dit au début, j'ai mis un petit peu de temps avant de pouvoir faire cette vidéo, déjà parce que j'ai eu des petits soucis personnels, rien de bien méchant heureusement, et surtout j'ai fait des commandes de magie, j'ai un peu dépensé mon argent, et donc le temps de lire, de voir les vidéos explicatives, de m'entraîner un petit peu, ça m'a pris pas mal de temps, et donc je vais vous montrer un petit peu ce sur quoi je travaille en ce moment, les bouquins que j'ai lus, etc.
Donc déjà, Social Networks, qui est donc un paquet de cartes truquées, qui a été créé par Sylvain Vipy et Maxime Schultz, qui représente des symboles, alors attendez, hop, je vais vous montrer ça comme ça plutôt, qui représente donc des petits smileys, donc sur le thème des réseaux sociaux, avec donc des smileys contents, pas contents. Il y a 5 smileys différents. Il y a des smileys blancs qui représentent en fait des cartes blanches en fait, dans les tours plus classiques. Et puis des likes et dislikes. Donc avec un ensemble de routines. Il y a une vidéo de plus d'1h30 je crois. Très très bien faite, assez sympa à regarder. Les explications sont claires, on peut faire plein de tours. Tous les tours, on va dire, de cartes SP, vous allez pouvoir les faire avec ces cartes-là. Et puis aussi quelques tours avec des cartes blanches, qu'on ferait plutôt, disons, avec des cartes blanches, des choses comme ça. Il y a aussi une version de Out of This World qui est vraiment pas mal avec les pouces en l'air, pouces en bas. Voilà, donc vraiment quelque chose à prendre. Après, c'est un petit peu cher peut-être, parce que ça reste quand même un paquet de cartes. Même si les cartes sont de qualité, c'est pas non plus de la qualité Bicycle. Mais franchement, pour la vidéo et les tours que vous pouvez faire, le côté un petit peu aussi original, hein, bien sûr, ça parle à tout le monde en fait, les réseaux sociaux, les smileys, etc. Donc vous pouvez inventer plein de présentations, vous pouvez parler aux gens des SMS, etc. Enfin voilà, on peut faire plein de choses. Pour les gens, c'est un simple paquet de jeux de société en fait, hein, donc ça n'a pas, c'était pas des cartes de magicien, et pourtant vous allez pouvoir faire des tours de magie avec, donc c'est vraiment bien. Deuxième article que je voulais vous montrer, c'est Coni de Ricardo Montoya. Donc c'est un pad hein, de mentalisme qui est pas mal. Enfin, pour moi personnellement, je n'avais pas de pad pour l'instant parce que j'attendais le pad. Et ben, celui-là répond vraiment à ce que je voulais. C'est-à-dire que vous avez ici un calepin tout à fait normal. Vous avez même 2 calepins en fait qui sont fournis. Bien sûr, ce sont des calepins truqués et qui vont vous permettre de deviner ce que les spectateurs ont noté dessus et donc de lire dans leurs pensées, mais d'une manière hyper clean, hyper propre et en utilisant un stylo emprunté. Que ce soit un stylo, même un feutre, ça fonctionne. Donc c'est vraiment bien. C'est quelque chose que je vous recommande. Et donc là, j'ai commencé un petit peu à regarder. C'est pas mal du tout et voilà, je pense que je vais m'y mettre parce que c'est bien. En plus la taille donc est pas mal. Petit inconvénient par contre de la taille, c'est qu'on ne trouve pas de recharge facile. Donc ça, je vous referai peut-être une vidéo là-dessus. Je suis en train de chercher des refills. Je l'ai contacté, en fait il m'a dit que pour les refills il fallait plutôt se tourner vers une papeterie, enfin un magasin spécialisé, vous savez, en articles de bureau, pour faire découper des feuilles dans la bonne dimension. C'est pas ouf, mais heureusement il y a des solutions qui existent pour le faire soi-même, je vous en reparlerai. Donc ça, très bien, donc Coni. Je me suis acheté aussi un DVD de Danida Ortiz, Here and Now 2. Voilà, je vais y arriver. Donc bah, forcément très bien, hein, c'est du Danida Ortiz, il y a 4 DVD, donc il y a de quoi faire. J'en suis au 2e pour l'instant, donc j'ai pas encore eu le temps de regarder les autres. Par contre c'est en anglais, mais comme il est espagnol, on comprend bien ce qu'il dit. Et puis bon, bien sûr, on connaît, enfin si vous connaissez pas Danida Ortiz, foncez regarder des vidéos de lui, des présentations, vous allez voir, il fait des tours de cartes, mais des tours de malade, avec une présentation vraiment originale, il est un peu fou quoi. Donc c'est de l'école de Tamariz, hein. Donc forcément, voilà, vous retrouvez un petit peu cet état d'esprit là, avec sa manière à lui de faire. Et donc là, il explique des tours, il explique des concepts, un petit peu de théorie aussi, c'est pas mal du tout. Niveau bouquin, j'ai plus beaucoup de place, je vais garder le meilleur pour la fin. Niveau bouquin, j'ai lu ce bouquin-là, donc c'est New Wave Close-Up de Thomas Erling, je sais pas comment ça se prononce, c'est un Allemand. Pas mal du tout, alors c'est un bouquin qui date un peu, ça a un peu vieilli, mais en gros, si j'ai bien compris, l'idée de Thomas Erling, je sais pas comment on dit, c'était de proposer une nouvelle vision du close-up, donc je crois que c'était dans les années 80 ou 90, je crois, ouais, fin des années 80, en Allemagne. Donc on retrouve des concepts que nous on connaissait, je pense, on va dire en Espagne et en France, mais il propose des manières de faire un petit peu différentes, des manières de présenter. Il y a une bonne vision, on va dire, enfin en tout cas quelque chose qui me correspond à moi, de la magie. Bon, je vous montre rapidement, c'est assez illustré, je ne sais pas si on va bien voir, il faudrait que je puisse me reculer un petit peu plus, voilà. Bon voilà, c'est très illustré, hop. Voilà, je ne vous montre pas tout non plus, mais voilà, il y a beaucoup de tours, il y a 150 pages, 140 pages.
Et puis c'est assez agréable à lire parce que souvent c'est assez humoristique, même si bon les blagues elles sont pas ouf non plus, hein, mais voilà, ça reste sympa à lire, c'est pas mal. Donc je vous le conseille aussi. Et puis le livre de Gus dont on a déjà parlé la dernière fois, donc là je l'ai terminé, il est vraiment bien, très bien illustré, avec beaucoup d'explications. Alors j'essaye, voilà, la coupe pivot, des fioritures, la cascade, etc. Donc moi qui fais pas beaucoup de fioritures, j'aimerais bien m'y mettre un petit peu. Il donne des sources aussi à regarder en complément. Donc c'est vraiment bien et surtout, je trouve que ce livre-là, il est intéressant à lire, pas que pour les débutants, parce qu'il donne aussi son expérience en tant que magicien professionnel. Donc il donne des anecdotes, des choses un peu rigolotes, c'est super sympa à lire. Le souci, je trouve, c'est que c'est beaucoup trop court. Alors le livre est pas cher, il est à 14,50, enfin 15 € quoi. Donc bon, voilà, forcément je pense que c'est un bouquin à voir. En plus il est beau, il est tout en couleur. Je pense que c'est un livre vraiment à avoir et à lire, parce que c'est très intéressant. Après, voilà, on aimerait qu'il y en ait plus dedans, mais bon, j'imagine bien sûr que s'il en avait mis plus, il aurait fallu le payer plus cher, peut-être qu'il fera une deuxième, hein, je sais pas. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez court hein, à lire. Vous avez quelques articles, et puis donc bien sûr des explications, mais c'est vraiment succinct. Mais encore une fois, c'est agréable, et ça se lit très vite. Alors, je vous montre tout ça. Vous voyez que j'ai fait quand même pas mal d'achats, mais ce que je voulais surtout vous dire, en fait, c'est que en magie, il faut savoir aussi être patient. Et il ne faut pas hésiter à scruter les boutiques de magie pour tomber sur des promotions. Par exemple, ce livre-là, je crois que je l'ai payé 7 €, alors que 9, hein, alors que normalement il était à 30 ou 35. Connie qui vient de sortir, je crois que je l'ai eu à 5 € de réduction, donc à 25 je crois, ou quelque chose comme ça, ou 30. The Social Networks aussi, qui est assez cher à la base, je crois que c'est dans les 25 €, je l'ai eu à 17, il me semble. Danida Ortiz, pareil, je l'ai eu pas cher. En fait, les boutiques de magie font régulièrement des soldes. Donc il faut savoir être patient. En gros, vous mettez des articles. Alors moi, ce que je fais, c'est que je les mets en favori du navigateur, peu importe. Vous pouvez aussi utiliser les listes de souhaits sur les boutiques. Et puis, y aller de temps en temps, une fois par mois ou une fois tous les 15 jours, regardez si vous avez les articles en solde. Et une fois que vous avez votre article qui est en solde, bien sûr, vous faites votre commande et vous gagnez un petit peu d'argent grâce à ça. Alors je ne dis pas qu'il faut tout acheter en solde tout le temps. Et puis de toute façon, il y a certains articles que vous ne trouverez jamais en solde. Mais il ne faut pas forcément se précipiter sur les derniers articles qui viennent de sortir et les payer plein pot. Tout dépend de votre budget. Si vous pouvez vous le permettre, tant mieux. Moi, personnellement, je préfère en acheter plus, moins cher chacun, plutôt que d'acheter plein pot et d'en avoir qu'un ou deux. Donc vous comprenez pourquoi j'ai pas trop pu faire de vidéo, parce qu'il a fallu que je lise un petit peu tout ça. J'ai pas encore fini Danida Ortiz, là je m'y mets tout juste. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps. J'ai commencé aussi à faire quelques tours dans la rue, donc dans les galeries marchandes. C'est vrai que j'avoue quand même que c'est assez sympa à faire, même si ça fait un petit peu peur, et je pense que je vous ferai un retour d'expérience là-dessus dans quelques temps. J'en parle pas souvent, mais vous pouvez me retrouver sur Instagram, Twitter, Facebook, hein, les liens sont dans la description. Pensez au petit pouce en l'air avant de partir, et puis quant à moi, je vous dis comme d'habitude, à bientôt pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.